Bien, bonjour à toutes et à tous. J'ai été, comme vous tous, très intéressé, bien sûr, par le discours introductif de Bruno Retailleau, mais aussi par les propos de mon ami Hervé Mariton, parce qu'on se connaît depuis, on se le rappelait tout à l'heure, depuis beaucoup d'années, privilège de notre âge, enfin surtout du mien, on va dire. Et nous avons toujours eu à la fois une grande convergence et un certain nombre de divergences qui prouvent que chez les libéraux, y compris les libéraux français, il peut y avoir des nuances. Mais d'abord, je voudrais surtout remercier Bruno d'avoir pris la responsabilité de consacrer cette journée, cet après-midi, au thème de la liberté. Je voudrais dire que prendre cette responsabilité pour le deuxième colloque de Force républicaine que de manier ce thème de la liberté, c'est un choix éminemment courageux. Éminemment courageux dans un pays dont je voudrais rappeler ici que les règlements, les codes, les lois, les normes font de notre pays un pays qui compte, je regardais ce matin, 74 codes. 74 codes, là où l'Allemagne en compte 10. 400 000 normes. Ça, vous le savez, c'est un chiffre mythique, d'autant plus mythique qu'il ne bouge pas, sauf pour continuer de grandir. Le journal officiel, j'ai pris le nombre de pages. En 1980, il y avait 15 000 pages en un an. En 2017, 23 000. Et nous avons revisité 24 fois la Constitution, dont Montesquieu nous disait qu'il fallait la modifier avec des mains tremblantes. Et cher Hervé, nous l'avons revisité et modifié une fois pour inscrire ce funeste principe de précaution que tu as voté. Je trouve qu'il peut y avoir des nuances et que je m'honore, avec 30 parlementaires sur 800, de ne pas avoir voté. Alors c'est courageux aussi dans un pays que de consacrer ce colloque à la liberté, dans un pays où l'État est très présent. L'État est très présent et c'est une litote puisque, on va le citer souvent au cours de cette journée, le premier indicateur de la présence de l'État, c'est la dépense publique. Elle culmine aujourd'hui à 56,4% du PIB en 2017. C'est enfin courageux, cher Bruno, parce que le climat, on le sent bien ici, à droite, en France, comme ailleurs. Le climat est à l'illibéralisme en Europe et plus loin encore, y compris avec une remise en cause globale du libre-échange. Là, c'est une nuance que j'ai avec toi, Bruno, car le libre-échange est aussi consubstantiel aux libertés. Il est aussi consubstantiel aux libertés économiques et n'oublions jamais que l'élévation du niveau de vie dans un certain nombre de pays qu'il fallait visiter ou connaître il y a 20 ans pour constater combien aujourd'hui émerge une classe moyenne. Je veux parler évidemment de la Chine, je veux parler aussi de l'Inde, pourquoi pas. En tout cas, le libre-échange, ça n'est pas uniquement pour nous. Et on ne peut pas avoir une vision généreuse qui nous convient en niant aux autres peuples le soin ou la possibilité de se développer. Simplement, il faut que chacun puisse jouer dans la compétition. Et aujourd'hui, eh bien, la France se lie les mains souvent dans cette compétition par ses propres actions et non pas par l'action d'autres. Donc on en vient aujourd'hui dans ce climat de méfiance, de défiance, de rejet des libertés à nier ou à oublier les grandes conquêtes politiques qui sont celles des libéraux historiques dont Hervé a eu raison de rappeler un certain nombre
de grands penseurs, mais la liberté de penser. La liberté de croire ou ne pas croire, ce sont les libéraux historiques qui les ont portés, comme les libertés économiques. Et donc aujourd'hui, dans ce climat où tout semble remis en cause, je crois que tu as eu raison, Bruno, vraiment raison, de mettre par cette journée, espérons-le, ça dépend des orateurs et de vous tous, de la lisibilité, de la cohérence, de la conviction, je le crois, dans la droite politique. Alors on m'a demandé de parler d'Emmanuel Macron en me demandant et en essayant de répondre à la question suivante, Emmanuel Macron est-il libéral ? Alors la gauche le dit. La gauche le dit et l'attaque sur ce thème. Et c'est important que de le constater. La gauche attaque Macron sur le thème de cet ultra-libéral. Donc la gauche l'attaque et une partie de la droite croit qu'il l'est. Donc vous avez d'un côté la gauche qui dit c'est ultra-libéral et de l'autre une partie de la droite qui croit ce que dit la gauche. Alors, je me suis interrogé et dans ce concert où la gauche accuse Macron de libéralisme, il y a un penseur de gauche qu'il faut lire, car il est souvent très intéressant, qui s'appelle Pierre Rosanvallon. Et lui, on l'a interrogé il y a quelques jours dans Le Monde. On lui a dit Emmanuel Macron est-il libéral ? Fait-il une politique libérale ? Et il répond non. Emmanuel Macron a déconstruit le libéralisme. C'est important que Pierre Rosanvallon dise cela, car en disant que Emmanuel Macron déconstruit le libéralisme, que veut-il dire ? Il veut dire simplement qu'Emmanuel Macron prend quelques mesures de déverrouillage dans l'économie dont on sait qu'elle elle fait l'objet de beaucoup de verrous dans notre pays, et il fait ainsi du pointillisme libéral. C'est-à-dire qu'il va prendre telle ou telle mesure, comme par exemple les fameux cars Macron, dont on peut dire qu'ils constituent effectivement un succès, mais je n'ai pas noté que cela avait changé la face du monde, ni même la face de la France, que d'avoir créé des cars pour transporter des voyageurs d'un côté de notre pays à l'autre. L'ouverture des magasins le dimanche par la création qu'il avait faite lorsqu'il était ministre de l'économie de ces zones touristiques internationales, donc une avancée sur ce point. Mais là aussi, on est dans le pointillisme économique. Pour le reste, il y a deux critères qui, de mon point de vue, caractérisent le libéral. C'est le critère de la dépense publique, d'un côté, et c'est le deuxième critère, c'est la gouvernance de l'autre. Tous les penseurs libéraux sont très attachés à regarder ce qui se passe du côté de l'État et à faire en sorte que cet État ne grossisse pas de manière démesurée aux dépens de la société civile. Le libéral, c'est d'abord un regard vigilant sur l'action de l'État. Et dans l'ordre politique, les grands libéraux, en tout cas ceux qui me semblent vraiment fondamentaux pour moi, c'est d'abord Montesquieu. Montesquieu dit bien que le pouvoir doit arrêter le pouvoir. Et donc ce penseur des libertés, il est très méfiant à l'égard d'une gouvernance qui accaparerait tous les pouvoirs et qui ne laisserait pas subsister ou affaiblirait les autres pouvoirs. Et de ce point de vue, l'affaiblissement du Parlement est une mauvaise action au regard des principes de liberté. Une loi qui nous dit ce qu'est la vérité ou ce qu'elle n'est pas, la fameuse loi dont on a fait beaucoup de cas mais dont on parle un peu moins maintenant, la loi sur les fake news, est une loi qui est profondément antilibérale au sens de la liberté de penser
de la liberté de croire sur tel ou tel aspect en s'informant comme on le peut avec la responsabilité qui l'accompagne. Donc, dans l'ordre politique, il y a aujourd'hui une dérive en termes de gouvernance qui caractérise une pratique qui n'est pas libérale au sens que les libéraux assignaient à cela. Dans l'ordre des pouvoirs territoriaux, tu l'as cité, je dois le reciter aussi parce que c'est un penseur d'abord que j'aime beaucoup et qui a pensé en avance, ce qui est toujours éminemment important, c'est Tocqueville. Il faut relire Tocqueville. Il faut relire Tocqueville pour comprendre que plus le pouvoir est court, plus le citoyen est libre. La liberté du citoyen, elle est mieux assumée lorsque le pouvoir s'exerce en termes de proximité. C'est-à-dire que Tocqueville décrit dans la démocratie en Amérique combien les citoyens américains dans certaines communes sont plus heureux parce qu'il y a une gouvernance légère et proche. Et de ce point de vue, j'en dirai un mot tout à l'heure, et il faut redécouvrir avec lui, c'est pas lui qui en a parlé, mais le principe de subsidiarité dont nous avons éminemment besoin pour retrouver notre route sur la hiérarchie des collectivités territoriales. Savoir que l'on ne doit déléguer à l'autorité supérieure que ce que l'on n'est pas capable de faire soi-même. C'est ça le principe de subsidiarité. Et ce principe, on aurait bien besoin en France de le remettre au goût du jour. Et la pratique gouvernementale, aujourd'hui, elle est à l'exact inverse de ce qu'il faut pour nos citoyens, à savoir un pouvoir identifié, proche et qui exerce sa pleine autorité sur, par exemple, la fiscalité et qui n'est pas étranglé par un pouvoir central qui reprend d'une main ce qu'il semble donner de l'autre, et ce qui n'est jamais cette réalité. Donc la troisième identification libérale, c'est bien sûr cette vision de la liberté communale, de la liberté territoriale, mais je ne veux pas aller plus avant puisque je sais que notre ami Jean-Christophe Fromentin en parlera après moi. Alors je voudrais maintenant parler de la politique économique qu'il faudrait pour notre pays. Revenons au constat initial qui est la place trop importante de l'État dans le champ hors le champ strictement régalien. L'État est partout et il est surtout présent là où il pourrait être beaucoup moins présent et particulièrement absent là où il faudrait qu'il soit. Domaine régalien, domaine non régalien. Et l'action de l'État, nous la sentons surtout dans le domaine non régalien et nous déplorons l'absence de la sécurité ou de l'autorité qui caractérise très souvent notre pays, et pas uniquement à Marseille, puisque j'ai appris ce matin j'étais à Marseille il y a 2 jours, donc j'ai dit à mes amis marseillais il y a 2 jours que ça avait l'air d'aller mieux, ils m'ont dit méfie-toi, et effectivement aujourd'hui il y a eu encore une fusillade à Marseille, tout près, à 2 mètres d'un commissariat de police. Donc il faut revenir à ce constat du libéral, et le libéral n'est pas un anti-étatiste. Le libéral, c'est celui qui regarde l'action de l'État, je le disais, et qui considère que cette action de l'État, elle est assez absente sur les champs de la sécurité, de l'autorité, là où l'État doit l'exercer, et elle est trop présente dans les champs économiques de la société civile, et cela l'étouffe d'un côté et empêche cette vitalité qui permettrait d'assumer et d'assurer la liberté dans une fiscalité modérée, parcimonieuse, dont parlait il y a un instant Hervé Mariton.
Ma première conviction pour cette politique à définir, c'est que dans l'univers hyper réglementé, dont je vous donnais quelques chiffres tout à l'heure, la simplification, la vraie, pas la fausse, la simplification, elle est très souvent une fenêtre de liberté. Et cette fenêtre de liberté, lorsqu'elle est créée dans un univers hyper réglementé, c'est comme le feu dans une maison confinée. Vous ouvrez une fenêtre et cela se répand. Eh bien, c'est ce que j'ai fait. Je vais prendre deux exemples en outrepassant ma modestie traditionnelle, mais lorsque j'ai créé l'auto-entrepreneur, c'était une mesure de simplification au départ. Et cette mesure de simplification, parce qu'elle donnait la liberté de création d'une activité dans de très bonnes conditions, eh bien, elle a suscité un grand succès. Et je voudrais prendre un deuxième exemple. J'ai pris une mesure en créant dans la loi tourisme, j'étais en charge du tourisme à un moment, que j'appelais à l'époque les véhicules de tourisme avec chauffeur. Les véhicules de tourisme avec chauffeur, c'était les VTC. Et les VTC, c'était simplement, dans mon esprit, la capacité à donner, à répondre à une demande qui n'était pas satisfaite par les taxis existants, notamment dans la capitale. Et ces VTC, eh bien, le numérique leur a donné, avec la possibilité offerte par la loi de s'établir comme VTC, le numérique a accéléré cette capacité. On a créé 15 000 emplois dans les 3 ans qui ont suivi cette loi. Et ce que je veux exprimer par là, c'est que les mesures de simplification sont souvent des mesures de libération dans notre pays. Parce que dans l'univers tellement corseté qui est le nôtre, dans le champ du privé, desserrer un peu les étreintes et ça donne de grands résultats. Encore faut-il choisir évidemment ce qu'il faut faire. La mère des batailles, elle reste de faire refluer l'État et de faire grossir la société civile. C'est ce curseur aujourd'hui qui nous étrangle. Ce curseur dont l'indicateur sont les 57% du PIB en dépenses publiques. Il faut faire refluer ce curseur parce que ça a un grand avantage. Ça fait grossir la société civile, mais surtout, cela permet, en baissant la dépense publique, de gager durablement la baisse des impôts et de la fiscalité qui fait de notre pays un des pays les plus fiscalisés d'Europe et du monde. C'est cela, je crois, qu'il faut bien comprendre. Il n'y a pas d'esprit de système dans la baisse de la dépense publique. Il y a la volonté de faire respirer la société française qui est aujourd'hui étranglée par cette dépense publique parce qu'elle se manifeste par les normes dont je parlais tout à l'heure d'un côté et elle se manifeste dans un deuxième ordre par une fiscalité qui est une fiscalité étouffante, car on arrive aujourd'hui par un tour de passe-passe à faire passer les Français pour tous des fraudeurs dans la mesure où on dit la fraude, la lutte contre la fraude est une mission d'importance majeure. Il faut bien comprendre que les Français, et je ne veux pas parler de Saint-Augustin, mais les Français, comme tous les autres peuples, par rapport à l'impôt, il y a une zone dans laquelle l'overdose est un puissant incitateur à la fraude. Et donc il faut aussi comprendre qu'avec une fiscalité de prélèvement obligatoire qui aujourd'hui est autour de 45% du PIB, vous ne pouvez pas ne pas avoir des comportements justement condamnables, mais qui affectent aujourd'hui la société dans son ensemble. Donc, tant que nous n'aurons pas baissé la dépense publique, nous nous condamnerons à baisser un jour un impôt pour le relever le lendemain ou en relever un autre le lendemain. Et c'est ce qui donne depuis des années cette politique de yo-yo fiscal, parce que cette politique de yo-yo fiscal n'est pas assise durablement sur la baisse de la dépense publique, qui est le seul moyen de dégager les marges de manœuvre pour baisser cette fiscalité.
Et là, évidemment, on le voit, ce gouvernement n'agit pas. Ce gouvernement n'agit pas, mais soyons aussi, et balayons devant notre porte, parce que ça ne sert à rien de se leurrer, la dépense publique a continuellement augmenté sous les gouvernements de droite comme de gauche depuis 30 ans. J'ai relevé quelque chose qui m'avait intéressé. En 1973, les dépenses publiques étaient de 39,4% du PIB. En 2017, de 56,4%. Et ne faisons pas croire à nos concitoyens, ils ne le croiront pas du reste, que cette augmentation n'est liée qu'au passage de M. Hollande au pouvoir. Ça n'est pas vrai. Et lorsque l'on dit que la droite est libérale, elle devra se souvenir à l'avenir que l'un des indicateurs très forts d'une droite libérale, c'est de faire baisser la dépense publique, parce que c'est le seul moyen de redonner de la liberté aux Français. Alors, comment baisser la dépense publique alors que tous les gouvernements, n'en déplaise y compris à Valérie Pécresse, je voudrais lui dire très amicalement qu'à chaque fois elle dit qu'elle est le seul ministre du budget à avoir baissé la dépense publique, ça ne s'est pas vu. Peut-être que ça a échappé à ma sagacité, mais en tout cas pas aux chiffres statistiques. Et donc, ce que je voudrais indiquer, ça n'est pas une pique contre Valérie Pécresse, c'est une amie, mais je voudrais bien faire prendre conscience à la droite et aux responsables de droite que recouvrer des libertés pour les Français, c'est engager véritablement cette baisse de la dépense publique. Et pour cela, il faut réformer l'État. Il faut faire en sorte que, comme d'autres pays l'ont fait, eh bien, cette dépense publique reflue, et ça n'est pas terrible que de faire refluer la dépense publique, puisque, par ailleurs, ça renforce la société. Parce que ce que vous ne prenez plus par l'impôt, qui sera moins important et moins indispensable du fait de la baisse de la dépense publique, vous le laisserez dans la poche des gens. Et le libéral, c'est aussi quelqu'un qui croit en l'initiative individuelle. Je n'en ai pas encore parlé, mais on en a parlé avant moi. Et l'initiative individuelle, dans le monde qui vient, comme ça l'a été auparavant, c'est très important que de s'appuyer sur les capacités humaines de chacune et de chacun d'entre nous. Et encore peut-il donner encore plus sa mesure lorsqu'il est moins enfermé dans les contraintes dont je parlais tout à l'heure. Donc cette réforme de l'État, elle doit passer d'abord par la distinction qui a été faite dans beaucoup de pays et qui a précédé la baisse des dépenses publiques. On ne baissera pas la dépense publique par des arguments comptables, comme rappelait Bruno Retailleau dans l'interview du journal du dimanche. La dépense publique, elle doit découler de la définition de ce qu'est un État moderne. Aujourd'hui, au XXIe siècle, ou plus exactement en 2018, on n'a pas changé l'organisation gouvernementale depuis la fin de la guerre. Il y a toujours des ministres de tout et de n'importe quoi, alors qu'il y a des fonctions qui sont repassées dans le privé, mais qui conservent des ministères. C'est quand même quelque chose d'absolument fascinant. Et donc, la réforme de l'État, elle doit passer par une distinction très claire. Un État moderne, qu'est-ce qu'il doit faire ? Qu'est-ce qu'il doit renforcer et qu'est-ce qu'il doit cesser de faire ? C'est cette distinction entre ce qu'on appelle le régalien d'un côté et le non régalien de l'autre que jamais nous n'avons voulu faire dans notre pays. Et toute fonction gouvernementale semble stratégique. Or, le monde évolue. Et n'oubliez pas qu'il y a encore quelques années, il y avait la Direction générale des télécommunications, le ministère des télécommunications. On a mis quand même 10 à 15 ans à faire
disparaître ce ministère et à ouvrir ce secteur à la concurrence. Donc il faut se livrer à cette analyse, enfin, de ce qui pour nous, mais pas pour nous les responsables politiques, toutes les forces de l'État, toutes les collectivités, de ce qui est régalien et de ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce qui aujourd'hui caractérise un État moderne? Eh bien, ce sont ces fonctions régaliennes. On voit bien que le régalien est très important aujourd'hui. On le voit dans les décisions des États modernes. Il faut être fort pour parler dans le monde. Donc, cette distinction régalien, hors régalien, elle est très importante. Et une fois que nous l'aurons fait, ce sera le plus difficile qui aura été fait. Car ensuite, ce qui n'est pas régalien, ce qui n'est pas défini comme consubstantiel à l'État, eh bien, il doit être délégué, ou il doit être assumé par des agents contractuels si la mission doit continuer à être assurée. C'est ce qui s'est passé au Canada. Je prends l'exemple canadien parce que le Canada est un grand pays. On peut rétorquer les petits pays, c'est plus facile. Bon, le Canada est un grand pays. Il a fait sa réforme de l'État. Il était dans une situation aussi catastrophique que la nôtre. Parce qu'on a beau se rengorger, vous avez vu les chiffres de l'endettement, et comment pourrait-il en être autrement puisqu'on continue d'avoir un budget en déficit, donc on continuera de s'endetter, on est quasiment à 100% du PIB, 98,5. Et on va dépasser donc ces 100%, ce qui veut dire tout simplement que nous avons 2250 milliards de dettes, soit une année de production française ou une année de revenus de tous les Français. Donc il faut tirer les conséquences de cette distinction régalien-régalien et de créer, donc de conserver l'armature gouvernementale sur les missions publiques et de créer ensuite des agences qui géreront cela avec des agents contractuels. Je propose, dans cette politique, qui doit être une politique claire et franche, que l'on puisse comprendre, que dès lors que l'on aura défini le domaine régalien, le statut des fonctionnaires soit attribué aux régaliens et aux régaliens seulement. C'est ce qui se passe dans tous les autres pays. Les missions qui ne sont pas régaliennes doivent être assumées de manière contractuelle par des agents contractuels de droit privé. Et ainsi, il ne s'agit pas de supprimer des fonctionnaires, il s'agit de faire en sorte d'offrir dans les années qui viennent un statut qui soit un statut de droit privé pour les missions qui ne seront plus des missions régaliennes. Alors, je voudrais ensuite vous donner 2-3 mesures concrètes qui caractériseraient une politique économique dont on voit bien qu'elle est loin de ce qui se passe aujourd'hui. Le marché du travail. Le marché du travail, nous avons fait les ordonnances. Nous avons, je crois, ce gouvernement a rapproché les règles sociales et mis la négociation au niveau de l'entreprise. C'est certainement un progrès, car, je le disais, eh bien, ce que je disais pour le gouvernement des hommes vaut aussi pour le gouvernement dans l'entreprise. Il vaut mieux que les négociations se passent dans l'entreprise aujourd'hui plutôt que dans la branche ou au niveau interprofessionnel. Mais on n'a pas touché au cœur du sujet. Et c'est cela qui, aujourd'hui, rend cette politique sans beaucoup de chance. Je le regrette, comme vous tous, car je souhaiterais que notre pays réussisse. Mais nous n'avons pas tiré les conséquences de la mutation économique exceptionnelle qui est devant nous et liée à la révolution numérique. C'est-à-dire que nous avons un code du travail qui date du 19e siècle, et nous n'avons pas de contrat de travail adapté au 21e. Et je pense que plutôt que de se livrer à cette sempiternelle réforme du Code du travail qui aboutit toujours à un échec, compte tenu des conservatismes et de ce Code du travail qui grossit, dont plus personne ne maîtrise l'inflation, il vaut mieux créer un contrat de travail adapté au XXIe siècle
plutôt que le contrat de travail CDI salarial qui est une conséquence de notre histoire, mais qui ne peut plus résoudre les problèmes. On le voit bien aujourd'hui avec la multiplication des CDD. Les CDD, ils sont la marque de l'échec du contrat de travail à durée indéterminée de représenter la forme contractuelle de l'activité dans notre pays comme dans tous les autres pays. Il faut un autre contrat à côté du contrat de travail qui soit un contrat adapté au XXIe siècle et à l'émergence du numérique. C'est pour ça que nous avions proposé, il y a quelques mois, lors d'une campagne nationale, un autre contrat. C'était un contrat qui prenait en compte l'irruption du numérique et le fait que le contrat de travail salarié a représenté, et il représentera encore pendant des années, la norme habituelle, mais qu'il est daté et qu'il répond surtout à la problématique des grandes concentrations ouvrières, avec les horaires fixes, avec la production de masse qui aujourd'hui est faite par les robots. C'est ça la réalité. Et donc nous devons réfléchir à ce nouveau contrat de travail pour qu'il soit à la fois protecteur et souple. Et de ce point de vue, nous n'avons rien vu venir. Sur le marché du travail, c'est ce contrat de travail et c'est aussi la constatation, et ça, il n'y a pas de réponse du côté du gouvernement, la constatation que les entreprises en phase de reprise ont toutes les peines du monde à recruter et que nous avons des millions et des millions de chômeurs. Et c'est un vrai sujet de préoccupation, d'où la proposition d'un plafonnement des allocations sociales dans une allocation sociale unique, qui est le seul moyen de faciliter le retour à l'emploi. Je vais maintenant conclure. Comme m'y incite de manière à peine discrète Bruno, mais il a raison, parce que sinon je pourrais vous parler des heures, car j'ai beaucoup de choses à dire, ayant été très peu entendu durant la carrière politique que j'ai menée. Mais parfois, je me dis que si on m'avait plus occupé, peut-être que les choses auraient été un peu différentes. En conclusion, face à cet État omnipotent et très faible et impuissant dans l'ordre économique, il s'agit, et je propose ici au débat, de reconstruire. Il ne s'agit pas de détruire l'État. Il s'agit de le reconstruire en faisant ce que j'indiquais tout à l'heure, redéfinir les contours de l'État, renforcer l'autorité, le régalien, pour pouvoir maintenir l'identité, cher Bruno, dont tu parlais tout à l'heure, libérer les initiatives individuelles et territoriales parce que le progrès technologique nous offre cette possibilité. Et ce point, ma conviction en conclusion, c'est que ce point d'équilibre nouveau qu'il nous faut atteindre, il est le seul susceptible de recréer la confiance et de nous repermettre à nous de revenir au pouvoir, mais c'est peut-être moins important que le moment venu de mettre en œuvre un projet, enfin, véritable projet de liberté et de responsabilité. Je vous remercie.